Je vous propose alors à ce moment-là qu'on passe à table, enfin que les enfants passent à table. On va commencer, alors ce sera des interventions un petit peu plus courtes, hein. On avait dit une dizaine de minutes pour qu'on puisse après rediscuter de ce que vous allez nous apporter et puis tirer un peu les conclusions générales. Donc on va commencer par Laurent Cousin qui est, comment je peux dire, la tête chercheuse de Sodexo sur ces questions-là, je ne sais pas, enfin vous allez nous dire. Merci Pierre. En effet, je suis directeur recherche-développement du groupe Sodexo. C'est un peu tôt, mais c'est l'heure de passer à table quand même. Et c'est tout un symbole. On a eu 10 minutes seulement pour passer à table. Je reparlerai du temps du repas. Sodexo, nous sommes 425 000 dans le monde. C'est une grande entreprise, mais très répartie. 425 000, mais nous opérons sur 32 000 sites dans près de 80 pays. Donc c'est un grand nombre de petits établissements dans lesquels nous servons près de 75 millions de personnes tous les jours. Le but n'est pas de s'intéresser à tout, mais essentiellement à ce qui se passe dans les écoles et les universités. Dans ces quelques minutes, je vais essayer de vous partager quelques retours de ce que nos 88 000 ou presque collaborateurs vivent dans plus de 42 pays au moment du repas dans des écoles et des universités. Nous servons pas loin de 10 millions de personnes tous les jours. Un jour d'école, ça baisse un peu pendant les vacances. Quelques mots-clés. Croissance démographique. Dans beaucoup de pays, un gros enjeu pour l'école, c'est qu'il y a de plus en plus de monde et que les écoles sont débordées et que les enfants sont de plus en plus nombreux. C'est pas que dans des pays à la croissance démographique galopante. Il y a énormément d'écoles en France qui sont tout à fait perturbés, qui sont tout à fait gênés par des effectifs qui ont beaucoup évolué et des installations, des locaux qui n'ont pas suivi. Les classes ont suivi quelquefois, les locaux de restauration que nous connaissons bien, nous Sodexo, sont quelquefois taillés pour à peu près le tiers ou la moitié des élèves qui les fréquentent. Sécurité alimentaire. Il y a beaucoup de pays dans lesquels avoir à manger, c'est déjà pas mal et où c'est pas tous les jours. En France, ça arrive aussi. C'est pas très gai, c'est pas très facile à vivre pour ceux qui l'accompagnent, encore plus difficile pour les enfants eux-mêmes ou pour les parents. Mais nous voyons des situations où des enfants qui sont à la cantine sont priés de ne pas manger le pain pour le rapporter à la maison parce qu'il y a des frères et sœurs qui, eux, ne sont pas inscrits à la cantine parce que c'est un peu cher. C'est pas que à l'autre bout de la planète que la sécurité alimentaire, le fait d'avoir accès à manger, est un enjeu. Et on a plutôt de la chance dans pas mal d'endroits en France. Sûreté alimentaire, enfin, il faut avoir à manger, mais encore faut-il que ça ne soit pas dangereux pour la santé. L'hygiène, la sécurité, la sûreté alimentaire, que je distingue de la sécurité au sens de l'OMS ou au sens de la FAO, la sûreté alimentaire, donc la food safety, la qualité et l'innocuité des produits est un vrai enjeu aussi. Hygiène et tout ce que ça accompagne. On sait que c'est un enjeu en collectivité, on sait que c'est aussi un enjeu à la maison, à domicile. 3 gros sujets que nous rencontrons. Santé, je ne vais pas m'étendre, il y a des gens infiniment plus compétents que moi dans cette salle ou qui nous suivent sur Internet. Je mets juste un mot, obésité. On sait que ça n'est que 15. Je ne suis pas sûr que le 15 ne soit pas un peu plus élevé dans certains endroits, mais même 15, c'est déjà beaucoup. Développement durable, c'est un enjeu important, c'est un enjeu pour lequel beaucoup veulent faire beaucoup de choses, et on sait que la restauration est un domaine dans lequel on peut agir. C'est pas facile d'agir sur la façon dont est produite l'électricité qui sort de la prise quand je branche mon ampoule. C'est plus facile d'agir sur les produits que je choisis, sur la façon dont je m'alimente, sur ce que je mange et sur les choix que je fais dans ce domaine. On sait que c'est important et on veut en tenir compte. Génération écran, je l'ai dit comme ça, on en a parlé plus tôt dans la matinée. C'est clair qu'un message qui passe sur une affiche, il a un certain nombre de chances d'être lu. Un message qui fait ding-ding au fond de la poche, il a d'autres chances d'être lu. Ça a des avantages, ça a des inconvénients. On ne peut pas l'ignorer, c'est une vraie transformation de comportement, de mode de transformation, de mode de transmission aussi, et de ce que nous avons à faire.
Le restaurant scolaire, lieu d'apprentissage, alors apprendre quoi? Ça tourne pour nous essentiellement autour de 3 grands domaines. Un premier qui est largement dans l'assiette, la connaissance des produits. On en a un petit peu parlé, pas tant que ça. On a quand même beaucoup d'enfants qui font pas bien la différence entre une courgette et un navet. Hein. Vous leur mettez les deux, vous leur demandez lequel est lequel, ils n'iront pas très loin. Entre des haricots et des petits pois, c'est pas facile non plus. Entre deux types de viande, n'en parlons pas. Hein. Elle est rouge ou elle est blanche, voilà. Donc connaître les produits, savoir qu'un poulet, ça ne naît pas forcément sur une petite forme en polystyrène en forme de fer à repasser, qu'il y a des ailes, des cuisses et du blanc, et d'avoir une vague idée de d'où ça peut venir, c'est important. Savoir attribuer les produits à leur origine, savoir les relier à de la géographie, éventuellement à de l'histoire. Connaître les produits, parce que si on ne les connaît pas, on va avoir bien du mal à les goûter, on va avoir bien du mal à les assembler, on va avoir bien du mal à les reconnaître. Le goût, alors je n'oserais pas en dire plus que juste d'évoquer le mot, je crois que tout a été dit. Structuration d'un repas. Qu'est-ce que c'est qu'une entrée? Qu'est-ce que c'est qu'un plat? Pourquoi est-ce qu'on dit des légumes d'accompagnement? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est qu'un dessert? Pourquoi on dit entre la poire et le fromage alors qu'on prend le fromage avant le dessert? Ou pourquoi on a dit ça autrefois? Faut-il boire avant, pendant, après? Structuration d'un repas. Et puis gastronomie, on vient d'en entendre parler, je ne répète pas beaucoup de choses qui viennent d'être dites, peut-être en l'élargissant, gastronomie des régions, comment connaître sa région, comment connaître les autres régions, l'endroit où on va en vacances, l'endroit d'où viennent ses grands-parents ou autres, et gastronomie d'autres pays. Deuxième grand thème, la commensalité. Pardon pour ce mot un peu pontifiant. Être ensemble, être à plusieurs, faire la queue avant de manger. Ne pas marcher sur les pieds de son voisin pendant qu'on se lave les mains, ce qui prouve qu'au moins on se sera lavé les mains avant de passer la table. S'attendre éventuellement, ça c'est un peu désuet, mais ne pas commencer à déjeuner dès qu'on est assis et éventuellement attendre que le dernier soit arrivé. Avec qui on va déjeuner? Choisir ses copines pour savoir avec qui on va aller à table, c'est important. Plein de choses qui comptent. Rapporter son plateau à la fin si on est en self-service, ça fait partie aussi d'une certaine éducation. Tous ces éléments-là, de vivre ensemble, pour prendre le joli mot à la mode, ils s'apprennent un petit peu à l'occasion du restaurant scolaire et on peut les y trouver. Enfin, éco-citoyenneté, on parle évidemment de gaspillage, prendre autant de pain que ce qu'on a l'intention de manger, se resservir que si on a faim, ne pas en mettre la moitié à la poubelle à la fin, finir son assiette, mais ça commence en sachant se servir. Tout un tas de choses importantes, savoir faire un peu de tri aussi. On dit qu'il faut avoir des poubelles de différentes couleurs, mais si on n'a aucune idée de ce qu'il faut mettre dans chacune des couleurs, ça n'ira pas très loin. Il existe pour faire tout ça des quantités de messages, de programmes. Pardon, je ne prends pas le mot au sens éducation nationale, plutôt au sens un programme, une action qui va se situer quelque part dans le temps et qu'on va construire et qu'on va mener. Des tas d'outils, des tas de campagnes. J'étais très heureux de revoir une photo de Jacques Puiset. J'ai, pour ma part, travaillé avec lui il y a presque 20 ans pour construire un bel outil qui s'appelait les tables de la découverte qu'on a développé dans les écoles maternelles. Comment arriver à manger des petits morceaux de pommes, des petits morceaux de fromage. C'était construit avec Jacques Puiset et Mati Kiva à l'époque. Tous ces outils, toutes ces campagnes, elles marchent bien. Je crois que l'enjeu, c'est que quelquefois, c'est un petit peu comme le petit parasol en papier qu'on met au-dessus d'une boule de glace. C'est joli, ça la rend appétissante, mais ce n'est pas la glace. L'étape d'après, c'est la cerise sur le gâteau. C'est déjà mieux parce qu'au moins on la mange, elle est encore sur le gâteau. Le vrai enjeu, c'est que tout ça, ça arrive à devenir le levain dans la pâte. C'est que ça rentre dedans. Tant que c'est des programmes, et c'est quelquefois un peu ce qu'on voit, c'est que c'est sympa, ça plaît beaucoup. On peut débattre longuement de savoir s'il vaut mieux que ça soit l'enseignant lui-même qui le fait ou un autre enseignant dont la parole va être justement un petit peu décalée, différente. Le risque, c'est qu'on referme le livre, qu'on tourne la page, que ça a été un bon moment, c'était très sympa, et on passe à autre chose. Et que donc tous ces programmes finalement ne pénètrent pas, ne rentrent pas. Éventuellement, ils rentrent dans le cognitif. On apprend, on peut se souvenir, on saura réciter, on saura sa leçon, on saura dire ce que sont les saveurs. Et comme on sait tout, on n'oubliera pas l'umami à la fin.
Mais ça ne changera pas grand-chose et on vient de voir quelques chiffres qui vont dans ce sens-là. Cela dit, il faut le faire quand même parce que c'est très structurant. Donc nous en faisons beaucoup. Je crois que ce qui va plus loin, c'est l'influence des équipes de service. J'ai beaucoup aimé de revoir aussi ces photos sur les mimiques, la façon dont Mati Kiva nous a appris ça. C'est sûr que si la dame de service, au moment où elle sert la purée de poireaux, fait elle-même une grimace parce qu'elle n'aime pas ça, c'est mal parti. Si au moment d'essayer de dire qu'il faut manger du poisson 2 fois par semaine, en fait, elle, personnellement, elle n'en mange jamais. Soit parce qu'elle vient d'une région où elle n'en mangeait pas, soit parce qu'elle n'aime pas ça, soit parce que son salaire ne lui permet pas d'en manger très souvent. Là aussi, si elle le dit, mais que ça se voit comme le nez au milieu de la figure, qu'en fait, elle dit un truc qu'elle a appris par cœur, éventuellement elle oublie un mot au milieu de la phrase, ça ne marchera pas. L'influence des équipes de service, des équipes d'encadrement, du personnel qui est là au quotidien et qui fait que ce qu'on a pu faire auparavant dans les programmes, dans les actions, va se traduire réellement. Ce personnel, que les 88 000 que j'ai évoqués, c'est pour ça, c'est pas pour vous dire qu'on est nombreux, c'est pour vous dire que c'est là que ça se joue. Ceux-là vont faire la différence et vont avoir un vrai rôle au quotidien. Quelques enjeux. Évidemment, le rôle et les missions de ces gens-là. Si leur mission, c'est juste de remplir des assiettes, ils rempliront des assiettes. Si leur mission, c'est d'être professeur de nutrition, ils n'y arriveront pas. Et en plus, on l'a dit, ce n'était pas ça qu'il fallait faire. D'arriver à préciser ce qu'est leur rôle, ce qu'est leur mission, quelle est la posture qu'ils doivent avoir, quel rôle ils doivent jouer et comment ils doivent interagir avec les enfants ou les étudiants qu'ils servent. Évidemment, effectifs, s'ils sont dans la moitié du nombre qu'ils devraient être pour arriver à faire leur tâche et qu'il faut qu'ils aillent donc 2 fois plus vite que ce qu'il faudrait, ils n'y arriveront pas bien. Et formation, certains ont la science infuse, certains savent de façon innée parce qu'ils l'ont appris, parce qu'ils ont le talent qu'il faut, ce qu'il faut dire aux enfants. D'autres, c'est plus difficile. On a besoin de les accompagner, de les aider, de les former. Budget, évidemment, tout ça coûte un peu de sous. Ne nous étendons pas. 2 gros sujets qu'on a peu évoqués, le niveau de bruit et le temps disponible. Il y a beaucoup de salles à manger et de restauration scolaire où on ne s'entend absolument pas parler parce que l'acoustique est une catastrophe, parce que le sol est très bruyant, parce que le plafond n'est pas du tout fait pour ça. C'est un énorme enjeu que d'avoir un peu de calme et de pouvoir situer le repas et le restaurant scolaire dans un environnement à peu près calme. Le temps disponible, j'ai déjà débordé de mes 10 minutes. Vous voyez comme c'est court, hein. L'heure et demie, malheureusement, c'est le temps de la pause. Ça, c'est ce qu'il y a entre la fin du dernier cours et le début du suivant. C'est pas du tout le temps de déjeuner. D'abord, ça va plus vite que ça. Et ensuite, j'ai parlé des sureffectifs. Il y a beaucoup d'endroits où il y a 2, voire 3 services dans la même salle à manger. Les enfants ont 14, 20, 25 minutes pour déjeuner. C'est un vrai enjeu d'arriver à avoir plus de place, d'arriver à avoir plus de temps, parce que quand on n'a qu'un quart d'heure ou 20 minutes et qu'il faut que le premier service ait bien voulu dégager pour que les suivants arrivent, on n'a pas le temps de faire beaucoup de choses merveilleuses. Coordination. C'est un monde où tout le monde interagit. Pardon pour ceux qui sont dans les 3 petits points que j'ai mis à la fin. Après, les chefs d'établissement, les enseignants, les équipes de service, les animateurs, les diététiciens ou diététiciennes qui font des menus, les cuisiniers, les parents, tout le monde. C'est un monde où tout le monde interagit, où il faudrait que tout le monde fasse la même chose. Le cours de trigonométrie, le prof de maths est à peu près maître à bord. Il n'y a pas trop de gens, bon, il peut y avoir un papa ingénieur qui va venir mettre un peu son grain de sel, mais il n'y a pas trop de gens qui sont sur d'autres domaines. Là, on est dans un domaine extrêmement interactif où tout le monde se parle. Je vais vite. Le point qui nous manque pour ça, c'est un référentiel. J'ai la chance de beaucoup voyager. Je permets de dire que c'est en France que c'est le moins pire parce qu'on a au moins une certaine culture. On en a beaucoup parlé, mais on a au moins un truc qui s'appelait le Programme national nutrition santé. On a un certain nombre de bases communes qui font que c'est pas complètement divergent, mais c'est quand même pas complètement homogène. Quand on dit, je parlais d'éco-citoyenneté, quand on dit qu'il faut manger local, oulala, qu'est-ce que vous entendez par là ? On peut avoir des réponses extrêmement différentes. Qu'est-ce que c'est que le tri ? C'est pas la même chose non plus.
Combien faut-il de fruits et légumes? 5. Mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est déjà assez différent aussi. Ce n'est pas forcément des programmes au sens normatif, un référentiel qui permette d'aider à mettre tout ce monde autour de même sujet, c'est quelquefois ce qui nous manque beaucoup. Dernier point, dernier slide. Notre enjeu, c'est d'apprendre aux enfants à bien se nourrir, mais à bien choisir. J'allais dire, ça m'a frappé tout à l'heure, il y avait un slide qui disait bien nourrir. Effectivement, il y a un âge où c'est transitif. Hein, c'est les parents qui nourrissent. En maternelle, j'allais dire que c'est relativement facile. Si je puis me permettre, on a le pain et le couteau. Ils n'ont pas le droit de sortir. C'est souvent menu unique. Ils n'ont pas trop le droit de ne pas finir leur assiette. Et c'est moi qui fixe le menu. Encore faut-il que ça soit fait avec le sourire, avec tout ce qu'il faut. Mais arriver à faire des repas équilibrés dans ces conditions-là, c'est pas trop difficile. À l'autre bout, quand ils seront jeunes professionnels, il faudra qu'ils dépensent eux-mêmes une partie de leur première paye à choisir ce qu'ils vont manger, comment, avec qui et quand. Entre les deux, il y a tout un parcours. On va introduire des choix dirigés. Ils ont le choix entre 2 crudités, mais les 2 sont des crudités. Et puis des choix non dirigés. Et puis le self sur certaines composantes. Et puis le self sur la totalité. Il faut que petit à petit, et pour nous c'est un vrai enjeu, ils apprennent à bien choisir. Et que chaque fois qu'on fait quelque chose de bien, on soit prêt le lendemain à les lâcher et à se dire, bon, c'était facile de le faire quand c'est moi qui le faisais, maintenant comment j'essaye de faire que ça se passe aussi bien quand je m'en occupe pas, parce que dans quelques années, ils seront jeunes professionnels, je viens d'en parler. Il faut qu'ils sachent choisir pour eux-mêmes, qu'est-ce qui est bon pour leur santé, pour leur équilibre alimentaire, pour la planète et pour la société. C'est un métier merveilleux parce qu'on peut leur faire apprendre par le jeu, et puis c'est une des disciplines scolaires qui s'apprend par la pratique et par l'exemple. C'est pas quelque chose qu'on apprend, c'est quelque chose qu'on fait. Alors, on peut compléter avec du cognitif, on peut en profiter pour apprendre, mais c'est vraiment un domaine dans lequel ce qu'ils ont à apprendre, ils l'avalent tous les jours à midi. Et ce lien entre ce que l'on apprend et finalement ce que l'on fait est essentiel parce qu'ils ont une vraie opportunité de découvrir quelque chose en le pratiquant. Merci. Merci Laurent. On prendra donc les questions et les réactions après le deuxième exposé. Donc c'est Éric, deuxième et dernier exposé. Éric Le Pêcheur, donc, qui préside un réseau, c'est ça, qui s'appelle Restoco, qui s'occupe de l'alimentation de nos étudiants, donc en fait, un peu plus grand que tous ceux dont on a parlé jusqu'à présent, mais pas moins important pour l'avenir de la société. Merci de votre accueil et merci d'aborder ce sujet qui était intéressant. Évidemment, vous avez immédiatement compris que finalement, on a beaucoup de chance en France puisqu'on a un système de restauration qui est pour le moins vertueux. La restauration collective en gestion directe est un domaine qui est privilégié en France. Donc je crois que déjà, on peut partir du postulat qu'on n'est pas si mauvais que ça finalement à l'arrivée. Évidemment, on est très demandeur, on est très exigeant dans notre alimentation de tous les jours. Donc on veut encore aller plus loin et on vous a tous entendu aujourd'hui demander et solliciter encore du mieux faire. Mais aujourd'hui, on est quand même très pertinent. Et la chance que nous avons ici, et c'est le travail qui m'a été confié pendant 4 ans maintenant, c'est de créer un réseau interprofessionnel qui rassemble de la crèche à la maison de retraite. Et j'ai vu tout à l'heure dans le titre « Naissance au collège », l'alimentation, l'information pédagogique, l'éducation au goût va bien au-delà du collège, sachez-le, puisque les personnes âgées sont aussi nos enjeux de demain. Et donc je crois que se limiter simplement à ce focus-là est certes intéressant et probablement, et vous l'avez tous dit, primordial, mais malheureusement, il ne s'arrête pas là. Et notre engagement, pour ce qui nous concerne, va bien au-delà du collège, du lycée, du Crous. J'étais directeur de restaurant universitaire. Et je suis maintenant en charge de nourrir les chercheurs et les administratifs. Et malheureusement, ou heureusement, je ne sais pas, on a encore vocation à apporter un certain nombre d'informations, même sur ce niveau d'études-là. Et donc, tous nos acteurs sont présents. Juste pour rappeler que nous sommes aussi membres du Conseil national de l'alimentation. Nous sommes aussi membres des interprofessions. Et donc, ça a vocation à trouver
ce travail de filière que je présenterai, non pas, mais que je vous exposerai un tout petit peu à la fin de mon propos, parce que finalement, nous ne sommes pas dans un monde fermé, mais ouvert, avec des acteurs qui produisent, les agriculteurs, et des restaurateurs qui livrent le repas, mais entre toute cette chaîne de maillons, on a tous à travailler ensemble pour le bien de notre alimentation en France. Ce secteur regroupe pour la gestion directe environ 3,6 milliards de repas au total, avec 60% pour la restauration directe, celle que je représente, et 40% pour la restauration collective en gestion concédée. On a évidemment la même ambition, hein, ces deux secteurs ont la même ambition. Notre différence un peu, nous, c'est que nos actionnaires sont nos clients. Et donc quand je fais des économies sur le gaspillage, je le reverse directement dans l'achat de mon produit de qualité. Et nos approches au niveau de l'accompagnement dans les collèges et dans les lycées comme dans les mairies est un peu différente, puisque c'est du personnel qui nous appartient. Et donc le lien est beaucoup plus facile à créer et beaucoup plus difficile pour la gestion concédée, puisque évidemment c'est souvent des équipes des mairies qui sont présentes, d'où la complexité de mise en œuvre. Petit focus sur le primaire et le second degré, hein, 460 millions de repas pour le second degré, collège et lycée. C'est le gros de la production en France, et les primaires représentent effectivement aussi une partie intéressante. Juste rappeler en 30 secondes que, comme l'éducation nationale, nous avons plein d'autres missions et qu'il faut choisir. Je dirais peut-être pas choisir, mais en tout cas probablement les décliner par ordre de préférence. En particulier évidemment l'hygiène, parce que vous ne souhaitez pas que vos enfants soient malades, et donc on a des règles d'hygiène européennes qui nous sont imposées. On a bien évidemment l'aspect social qui est fort, hein. On a pour certaines mairies 20% de gratuité, et donc c'est un enjeu déjà. Le premier enjeu, c'est que tout le monde puisse manger. Et ça, c'est un vrai challenge de tous les jours. On a bien sûr toute la partie santé, éducation, goût, allergie, règlements INCO qui nous sont attribués, imposés, obligés, etc. Et puis, dans l'époque où nous vivons, nous sommes aussi sur l'aspect environnemental. Et évidemment, nous avons là-dessus des actions à porter, comme avec la Fondation Nicolas Hulot ou la Fondation Nature et des Hommes maintenant, pour Mon Restaurant Responsable, pour faire en sorte que cette restauration soit plus responsable à travers les achats, mais aussi la fabrication, la production et la distribution. Évidemment, les déchets, ça a été abordé tout à l'heure, c'est évidemment les challenges d'aujourd'hui. Mais là-dedans, dans toutes ces obligations, eh bien, il faut que le goût trouve sa place. Alors, je dirais que l'aspect central, et vous l'avez déjà redit, c'est évidemment le plaisir, et il faut surtout ne pas s'écarter de ce mot. Et puis l'éducation au goût à travers les menus à thème, c'est évidemment ce que nous portons sur l'ensemble des acteurs de la restauration collective, et en particulier sur le premier degré, parce que c'est là où véritablement on a le plus d'influence vis-à-vis des jeunes. C'est plus compliqué évidemment, vous l'avez dit tout à l'heure, sur les collégiens, les lycéens, les crous, etc. C'est vraiment un autre job, mais on le fait aussi, sachez-le, et donc il y a des choses à faire. Sur le premier degré, évidemment, il convient de revoir ce mot plaisir, de jamais l'oublier dans nos propos. Au-delà de la question de l'alimentation du plaisir, c'est aussi le goût d'être ensemble, et je crois que c'est cette thématique-là qui me plaît le mieux, parce que je crois que le repas, c'est avant tout de la convivialité. Et si on a de la convivialité, et vous l'avez dit tout à l'heure, monsieur, s'il n'y a pas trop de bruit, s'il ne fait pas froid, s'il ne fait pas chaud, si l'espace est approprié, alors on pourra commencer à goûter, alors on pourra commencer à apprécier, et puis on fera, au-delà de ce vivre ensemble, un vrai challenge de vie en collectivité. C'est quand même cela qui nous intéresse le plus aussi. Et puis, à l'intérieur même du premier degré, on a beaucoup d'acteurs qui interviennent. Évidemment, il y a le mangeur ou la mangeuse, il y a bien sûr le cuisinier qui intervient, il y a les parents qui peuvent ici et là intervenir dans la composition du menu ou même pendant le repas. On a bien sûr le maire qui peut intervenir avec les élus. On a aussi tous les animateurs. Les animateurs, c'est des acteurs qui interviennent sur les primaires, et sur les maternelles, vous avez les ATSEM. Vous avez même 2 catégories de personnes qui interviennent pendant cette heure de repas. Et puis bien sûr, toutes les équipes, vous appelez dames de la cantine, en tout cas les équipes de restauration qui vont servir. Le cuisinier, peut-être qu'il va sortir aussi de sa cuisine centrale, si tant est que ce soit une cuisine centrale, pour aller voir comment ça se passe sur le terrain. Tout cela, il faut qu'on arrive à trouver une harmonie, une synergie, et c'est ce qu'on essaye de faire à travers de la formation, pour que chacun s'écoute, chacun s'explique, chacun puisse dire les difficultés qu'il a dans son cadre de son activité professionnelle, et puis qu'à l'arrivée, comme vous l'avez dit tout à l'heure, on ne se pose plus la question de savoir s'il faut manger, si j'aime le poisson ou si je ne l'aime pas, c'est de faire passer un message à peu près identique
pendant ce temps de repas, en s'écoutant les uns et les autres, pour que, à l'arrivée, le message soit pas discordant, pas en opposition, et bien en synergie pour que tout le monde l'entende de la même manière. Et c'est compliqué, mais c'est ça le challenge qu'on se donne. Et puis, au-delà du repas, c'était aussi évidemment un autre challenge, celui de rétablir le lien entre les mangeurs et les cuisiniers. Moi, j'étais à la mairie de Saint-Jean-de-Bray. Je suis arrivé, malheureusement, un peu tardivement, et le cuisinier-chef qui était présent n'était jamais sorti de sa cuisine centrale au bout de 20 ans d'activité. Donc, à un moment donné, je l'ai pris par la main. Je lui ai dit, tu sors de ta cuisine et tu vas voir dans un établissement maternel primaire pour regarder comment ça se passe. Effectivement, on a encore ce genre de difficultés. Et il y a même 43% des personnes, c'était une étude de la Fondation Nestlé, qui nous disait que 43% des jeunes ne savaient même pas qui avait préparé le repas, avec quel produit et d'où ça venait. Donc, vous voyez, on a du travail. Le rituel du repas, éviter de manger machinalement, ben oui, je crois qu'on est là dans un lieu où il faut sacraliser ce moment, un petit peu plus que, si tant est qu'on puisse le faire, hein. C'est vrai qu'en 20 minutes, en ayant fait la queue dehors pendant une demi-heure et dans un brouhaha pas possible, ça va être compliqué quand même, hein. Donc là encore, c'est à nous de savoir ce que l'on veut. Quand je dis à nous, c'est les décideurs et les prescripteurs. C'est à nous de voir comment on peut imaginer ce monde qui, à mon avis, est un moment important de la vie de l'enfant dans le moment de l'activité scolaire. C'est à nous de l'imaginer et de le valoriser. Jouer aux bonnes manières commensales, vous l'avez rappelé, c'est bien transmettre, c'est bien aussi vivre ensemble et apprendre à vivre ensemble. Place de chacun dans les échanges alimentaires, c'est quelque part, et le mot n'a pas été employé, donc je vais l'employer, c'est l'autonomie, parce qu'en même temps, c'est ça qu'on veut, c'est que les acteurs soient autonomes de leur choix alimentaire. Même à partir de 3 ans, ils commencent à choisir, et les primaires encore plus, évidemment, mais je crois que c'est notre travail. Alors moi, je ne suis pas éducateur, hein, je fais juste de l'information, je n'ai pas le rôle de l'éducation sociale, mais je crois qu'on a aussi cette influence en tant qu'adulte, en tant que parent, et c'est un des propos sur lesquels je reviendrai. En tant que parent, on a tous ce rôle de transmettre une information pour que l'enfant puisse effectivement l'appliquer, mais non pas bêtement se l'approprier, la comprendre et savoir pourquoi il le fait. Et ça, c'est un vrai challenge à faire. Et puis à la cantine, comme on mange avec ses copains n'est pas possible. Si, c'est possible, mais il n'y a pas que les copains à l'école. Moi, dans le premier degré, par exemple, on va emmener les enfants au CCAS avec les personnes âgées et on fait de la relation intergénérationnelle. C'est-à-dire que le monde n'est pas que le monde du jouet ou du ludique avec son copain, sa copine. C'est aussi un monde qui nous entoure et des relations qui doivent se créer au-delà même du premier degré. Et ça a un vrai intérêt pédagogique. La cantine comme lieu d'initiation au goût, mais évidemment, encore faut-il qu'on ait les outils aussi parfois, qu'on ait la volonté de le faire, qu'on ait peut-être la formation, ça a été dit tout à l'heure, hein, on est des cuisiniers à l'origine, hein, on n'est pas des formateurs, en tout cas pas sur ce domaine-là. Et pour ça, on a évidemment créé avec les interprofessionnels un certain nombre de choses, mais ça nécessite quand même probablement de l'apprentissage, de la formation initiale dans les écoles hôtelières, dans les lycées hôteliers, pour que, au-delà de faire de la cuisine de Bocuse des 3 étoiles ou 5 étoiles, c'est qu'on soit aussi capable d'impliquer nos jeunes vers un système qui est la restauration collective, avec une dimension probablement et des enjeux qui sont tout aussi valorisants que de faire du 3 étoiles, mais ça nécessite effectivement une compétence. On est dessus actuellement avec les états généraux et j'espère que ça fera émerger quelques pistes intéressantes. Quelques photos pour illustrer mes propos, parce que quand on dit qu'on le fait, il faut le montrer, hein. Je suis à droite, hein, avec un petit chapeau, vous voyez. Quand on dit on le fait, c'est qu'on le fait, quoi, hein. Alors là, on parlait de l'ouverture au monde tout à l'heure. Oui, c'est intéressant de monter des produits autres que ceux français. Et puis, au-delà de ça, c'était le lien avec l'éducation nationale. Et on peut jeter l'opprobre sur l'éducation nationale. Nous-mêmes, des fois, on est très vindicatifs. Mais en même temps, on sait que ce n'est pas leur seul métier, c'est leur seul travail. On pourrait parler de la drogue, de l'alcool. Enfin, il y a tellement de choses à aborder au sein de l'école que ce qui serait intéressant, malgré tout, c'est de créer des synergies. Et quand on parle de projets d'établissement, ça, c'est véritablement ce qu'il faut qu'on fasse. C'est-à-dire des vrais projets d'établissement avec les intendants, les collégiens, les lycéens, enfin l'ensemble de l'éducatif pour créer... Vous voyez, les petits chapeaux, c'est pas moi qui les ai fait, c'est la maîtresse qui a imaginé, en récupérant des assiettes papier, faire ce genre de... On a participé et du coup... C'est très intéressant, évidemment. Découvrir du boisson et du vrai, hein, pas du carré, hein, en boîte. Non, du vrai. Et on voit d'ailleurs en bas que même les équipes, ATSEM et animateurs, sont
décorés, déguisés pour participer à ce projet. Vous voyez, c'est ça les synergies. Et là, du coup, à l'arrivée, c'est complètement différent parce que le résultat dans l'assiette, l'accompagnement de l'enfant pendant l'heure du repas est totalement presque ludique. On ne vient plus au travail pour travailler, on vient pour le plaisir. Là. On n'est plus dans une autre dimension et dans une autre approche. Et puis la découverte, ça fait partie de notre projet. La farine, entre autres, le boulanger. Et il y a bientôt de thématiques qu'on voit. Le lien, j'arrêterai sur cette diapo, le lien, c'est évidemment de le faire vers les parents. C'est-à-dire que notre travail au sein de l'école est superbe, sauf que si on ne le fait pas savoir et qu'on n'a pas une synergie avec les parents à travers peut-être un outil, c'en est un exemple, mais quand ils partent de l'école, que le maire a signé avec son nom, son prénom, comme quoi il est mangeur de fruits et légumes, du coup, il y a une vraie discussion après au sein de la cellule familiale pour faire naître évidemment des interrogations, des questions et probablement bouleverser peut-être certaines habitudes. Modestement, hein, mais c'est un peu comme la ceinture sécurité, à force de le rappeler, on commence à s'attacher. Donc je pense que c'est une bonne pédagogie. Et puis, pour finir, je rappelais que, et on n'en parle pas suffisamment, l'activité physique, on n'en parle pas. Ok, d'accord, on peut considérer qu'on mange mieux, moins bien, je ne sais pas, la variété est telle aujourd'hui que j'ai l'impression de mieux manger personnellement, mais en même temps, on ne fait plus d'activité physique. Et là, je crois qu'il y aurait grandement à refaire au sein de l'éducation nationale des séries de sport. Des infirmières dans les écoles, je ne les vois plus, moi, personnellement. Je ne sais pas pour vous, mais moi, je ne les vois plus. Rôle et synergie avec les CAF, l'INPES, le CODES. Sincèrement, dans les écoles, je ne les vois pas non plus. Et puis la formation des cuisiniers ou des ATSEM ou des animateurs, c'est vrai, c'est un vrai besoin. Pour conclure, je rappelle que nous sommes en plein dans les États généraux, que nous avons fait, grâce au réseau que nous représentons, nous sommes présents aux États généraux sur 6 ateliers, que l'atelier 9 a fait des prescriptions sur ce domaine-là. Donc j'espère que ça va pouvoir faire naître des nouvelles ambitions. Je rappelle aussi, vous ne le savez pas, mais on devrait signer, nous, le réseau que j'anime, on devrait signer avec le président de la République un engagement volontaire de toute la restauration collective en gestion directe, les armées, les CROUS, les mairies, les intendants, les gestionnaires qui sont 5000 au sein d'une association qui s'appelle l'AGI. Tous ces acteurs-là vont signer. 6 piliers, 17 engagements, le goût en fait partie. Je crois que si on a cette ambition d'emmener un certain nombre d'actions sur le terrain et d'imaginer en lien avec l'éducation nationale et avec les femmes et les hommes que vous êtes, c'est-à-dire les parents finalement, je pense qu'on doit pouvoir amener quelque chose de plus intéressant dans nos écoles et modestement améliorer quelque peu l'autonomie de chacun de nos enfants. Je vous remercie. Merci beaucoup. Je pense que finalement cette dernière intervention, enfin vos 2 dernières interventions, vous étiez très enthousiastes tous les deux, mais ça clôt bien la matinée, en tout cas avec des perspectives intéressantes sur ce qu'on pourrait faire. Alors avant d'en venir aux conclusions, est-ce qu'il y a des questions rapidement sur ces 2 derniers exposés? Oui, moi j'ai une question. Le mot synergie est revenu dans vos propos tous les deux et merci de leur qualité très complémentaire là encore. Je voudrais comprendre comment est-ce que... en fait, j'ai 2 questions. La première, c'est comment est-ce que vous formez le personnel qui est rattaché à vos structures de manière continue ou initiale pour qu'effectivement cette éducation alimentaire au sens large ou en tout cas éducation au goût puisse participer du quotidien de l'exercice. Et la deuxième question que je me posais, c'est est-ce que vous avez des souhaits ou des initiatives déjà construites de synergie entre la classe, donc l'enseignant et tout ce qui se passe en classe, et ce qui se passe au moment de la cantine scolaire, parce qu'il y a des passerelles certainement à construire, de la même façon que Nathalie nous expliquait qu'il y a des binômes dans la classe qui sont intéressants au niveau de l'éducation au goût. Je pense que là aussi, il y a de la synergie à trouver et des passerelles à construire pour travailler ensemble. Nous avons au sein du réseau un centre de formation nationale, donc nous formons et nous accompagnons des structures, mairies, collèges, lycées, énormément sur ces thématiques-là. Donc on a un retour d'expérience. J'ai un livre là, Comment faire des menus à thème, par exemple. C'est l'image même de comment réaliser par des photos, par des exemples, par des coûts, par une organisation, comment on peut faire pour améliorer cela. Donc ça existe. Vous avez aussi pour la territoriale le CNFPT, hein, qui est
on soutient. Je trouve qu'il marche assez mal, mais qu'importe, il existe au moins, il a vocation à remplir une certaine mission. Donc ça fonctionne. Après, pour la mairie de Saint-Jean-de-Bray, on a été carrément à l'extérieur, c'est-à-dire qu'on a demandé à un prestataire extérieur de venir et d'animer nos animateurs, nos ADSEM autour d'une table pour échanger avec eux et créer justement cette synergie. Et ça a très bien fonctionné. Maintenant, il faut le renouveler régulièrement, évidemment. Sur les synergies, vous avez un réseau qui est d'ailleurs associé aux maires ruraux, qui est associé aux départements et aux régions. Donc cette synergie, elle existe, elle est dans ce réseau. Profitez de ce réseau qui a été construit en plus de 4 ans, mais il existe depuis plus de 60 ans, même s'il a été reconduit, réorganisé. Vous avez ce genre de choses qui existent. Il est à votre disposition. On a beaucoup de maires qui nous appellent, comment on peut faire. Donc sachez que voilà, on est à votre disposition en tant qu'association avec des professionnels. Donc ça c'est déjà en synergie, ça fonctionne déjà très bien. On a dedans les diététiciennes, la FDN, c'est 4000 diététiciennes, ils sont dans le réseau, hein, aussi bien que les 5000 intendants et gestionnaires. Vous voyez, on a quand même un réseau qui existe et qui est là à vos côtés. Donc à vous de vous en servir. On est au CNA, à vous de vous en servir. On travaille avec les interprofessions. Par exemple, le fruit à la récré, ça déjà en synergie avec les interprofessions. Vous voyez, donc on n'est pas dans un monde fermé et clos, on est plutôt très très ouvert. On va même aux États-Unis porter le fruit à la récré, puisque aux États-Unis c'est pas 15% d'obésité, là on est à plus de 30%. Vous voyez, donc mais en même temps on accompagne aussi cela et ça nous fait un retour d'expérience intéressante. Et puis au-delà de ça, c'est aussi chaque association de votre secteur de trouver des points communs d'entrée pour justement fédérer, parce que on ne va pas refaire le monde. Hein. Vous avez des compétences, chacun et chacune. À vous de les mettre en commun et à nous de les mettre ensemble pour qu'à un moment donné, on puisse avancer. C'est comme ça qu'on doit réussir. Parce que recréer le monde qui existe déjà, on va perdre du temps. Sachant que la grosse difficulté qu'on a quand même, parce que justement, on parlait des moyens économiques ou des moyens humains, je crois qu'il ne faut pas se tromper d'engagement. Quand on met en place, moi j'ai la charte PNNS ville que j'ai lancée à la mairie de Saint-Jean-de-Bray, on s'est trompé. On s'est trompé parce que dans une école, on n'a pas les mêmes... dans une commune, on n'a pas les mêmes problématiques. Dans une commune, on a des secteurs qui sont en perte de repères et d'autres qui sont, sincèrement, les haricots verts, ils vont les manger, j'ai pas de problème. Vous voyez, et donc, nous, quand on est intervenu dans le global. C'est-à-dire qu'on a fait la même action partout. Or, on s'est aperçu que c'est pas ce qu'il fallait qu'on fasse. Donc je crois qu'il faut qu'on revoie notre dispositif national en disant oui, une information générale, ok, mais rappuyons uniquement là où c'est les gens qui sont en difficulté qui doivent profiter de nos systèmes et pas la totalité, parce que là, on va pas y arriver et on se trompe de sujet. Juste deux petits mots, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se rejoignent. En termes de formation, évidemment, on essaye d'apporter de la formation nutritionnelle sur les nutriments, des éléments sur le goût, etc. Tout ce que des acteurs de restauration peuvent avoir besoin de savoir. On insiste aussi sur 2 points complémentaires. Un premier qui est la différence des enfants entre eux. Tout simplement de leur dire, vous savez, de leur faire prendre conscience. Il y en a pour qui finir son assiette, c'est une transgression. Il y en a pour qui finir son assiette, c'est normal. Il y en a, ils ne pensent même pas à ne pas la finir. Il y en a, ça ne leur viendrait pas à l'idée d'aller au-delà de la moitié. Après, on verra comment on se comporte. Mais déjà, de prendre conscience qu'ils ne sont pas tous logés à la même enseigne, que l'environnement familial n'est pas le même pour tout le monde, et que les enfants sont différents et qu'ils ont des histoires, des éducations, des positions différentes. Le deuxième point dont on s'est aperçu, nous, on fait tout simplement de l'accompagnement nutritionnel, pour prendre un grand mot, de nos propres équipes et des personnes qui servent. De leur apprendre à bien se nourrir eux-mêmes, en disant, bon, vous travaillez avec Sodexo, vous travaillez chez Sodexo, profitons-en. Comment vous faites le dîner ? On ne va pas parler du boulot, on va vous parler de... à la limite, c'est présenté presque comme un truc d'ouverture, quoi. On va parler d'autre chose, de votre vie quotidienne. Parce que, en fait, c'est ce qui manque beaucoup quelquefois, c'est de dire, mais moi, je ne suis pas du tout à l'aise pour parler de tout ça, parce que moi, je ne sais pas du tout. Voilà. Sur les synergies, il y a plein de choses qui existent. Dès qu'on se parle, dès qu'on arrive à faire en sorte que le cuisinier passe la tête en salle des profs et dise, c'est quoi le cours de géo de la semaine prochaine ? Bon, bah tiens, je vais peut-être en tenir compte. On a vu les belles images des assiettes en carton transformées en chapeaux chinois. Faut les prendre par le petit bout, c'est quelquefois tout simple, et puis il ne faut pas avoir peur de les multiplier, de le refaire tous les jours. Il ne faut pas que ça soit juste une animation, comme on dit dans notre jargon professionnel, qui a lieu. Alors, quand on est pauvre, on en fait une par an, quand on est riche, on en fait une par mois.
mais c'est encore pas du tout assez. Il faut que ça soit presque tous les jours qu'il y a un lien entre ce qui s'est passé en cours, tiens, bah, ça tombe bien, et que les équipes aient envie de se parler entre elles. Merci beaucoup. Je crois qu'on va s'arrêter là pour les questions.